Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Advocate. Je m'appelle Valentin Tonti-Bernard et on a décidé de créer ce podcast pour vous permettre de découvrir la vraie vie des avocats. Quel est leur parcours, quelles sont leurs activités, mais surtout quel est leur business. Anomia, c'est un cabinet de conseil en stratégie exclusivement dédié aux cabinets d'avocats. Notre objectif est de permettre aux avocats d'atteindre leurs ambitions en utilisant les méthodes de l'entreprise appliquées à la spécificité des cabinets d'avocats. Et concrètement, ce qu'on fait, c'est de la formation business, du coaching business ou encore des missions de conseil en stratégie dédiées aux cabinets d'avocats. Avant de vous présenter l'invité du jour, vous pouvez retrouver en description notre guide méthodique sur le développement commercial. Rendez-vous sous le podcast et cliquez sur le lien pour recevoir notre guide méthodique sur le sujet. Un guide d'une 30aine de pages qui vous explique de façon décortiquée comment bien développer votre clientèle. Aujourd'hui dans ce podcast, j'ai le plaisir de recevoir Maître Jean-Marc Albiol. Jean-Marc est avocat associé au sein du cabinet Ogletree Dickens. Il l'a même importé en France. Ogletree Dickens, c'est un cabinet américain qui est leader mondial sur le droit social. Leur ambition est de réussir à devenir eux-mêmes leaders sur le marché français avec ce cabinet. Dans cet épisode, Jean-Marc vous parle de son parcours, des cabinets par lesquels il est passé, du développement de clientèle, du développement commercial, de ses associés et de son ambition. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir ma conversation avec Jean-Marc. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le diffuser, à le partager. C'est grâce à ça que nous continuons à avancer chaque jour. Je vous souhaite une excellente écoute. Eh bien écoute, bonjour Jean-Marc Albiol, je suis ravi de te recevoir aujourd'hui dans les locaux d'Anomia parce que tu m'as fait le plaisir de venir, t'as été vachement sympa, la dernière fois j'étais venu chez toi, là tu viens, donc je suis heureux de t'accueillir ici. Donc toi tu es avocat associé au sein du cabinet Ogletree Dickens et tu interviens en droit social. Merci beaucoup Valentin et je te confirme le grand plaisir que j'ai à venir te visiter, même si... Pour les auditeurs, j'avoue qu'il fait 30 degrés. Nous avons monté 4 étages à pied, l'ascenseur étant un peu cassé. Mais tout va bien, j'ai un café, j'ai un verre d'eau et c'est un vrai plaisir de te retrouver. Et oui, effectivement, je suis avocat au sein d'Ogletree Dickens qui n'est pas encore très connu en France, mais qui est le leader effectivement mondial du droit social dans le monde. Et bah tu vas nous raconter un petit peu tout ça parce que c'est vrai que moi Ogletree je l'ai connu par l'intermédiaire d'un de mes copains qui était stagiaire dans votre cabinet, qui est devenu avocat depuis dans un autre cabinet. On salue Mathieu. Exactement, on salue Mathieu avec grand plaisir qui a d'ailleurs fait un podcast ici. Concrètement toi tu viens d'où, t'as fait quoi, pourquoi tu fais du droit social, pourquoi tu es avocat? Alors moi j'ai fait mes études de droit à Montpellier et à Montpellier il y avait deux formations qui étaient à l'époque quand j'ai fait mes études qui étaient un peu dominantes. Donc c'était le DJCE qui était dirigé à l'époque par Mousseron-Père, Jean-Marc Mousseron. Maintenant Mousseron-Fils. Voilà, et maintenant c'est Mousseron-Fils. Et puis il y avait une deuxième formation qui était le DPRT, qui était dirigé par le professeur Tessier. Et tant l'un que l'autre sont des personnages hauts en couleur, fascinants, enfin qui est toujours pour le professeur Tessier, le professeur Mousseron-Père étant décédé, mais le professeur Tessier était passionnant. Donc dès qu'on arrivait en amphi, on avait aussi bien sur le droit de la sécurité sociale qui n'est, alors je le dis pour certains confrères et qui n'en prennent pas ombrage, mais quand tu débutes là-dessus, c'est assez technique, c'est assez aride. Et le droit social, et il te donnait véritablement envie d'embrasser la matière. Donc effectivement, j'ai fait le DPRT à l'époque qui était à Montpellier avant que le professeur Tessier ne vienne à Paris 2. Et voilà. Et puis du coup, j'ai pas quitté le droit social depuis cette époque. Ok, et tu commences ta carrière où du coup? Alors du coup j'ai commencé, j'avais pas beaucoup de réseau, moi je viens d'une famille, je dirais moyenne, de fonctionnaires, provinciales, et donc je suis arrivé à Paris dans un cabinet qui s'appelait Coopers & Lybrand et qui est devenu le Price en fait, voilà, donc c'était les bras armés des Big Four qui débutaient un petit peu leur activité de conseil à Paris, mais c'était déjà passionnant, il y avait plein de sujets en droit social, je me souviens des PSE qu'on faisait à l'époque, donc voilà, c'est devenu Landwell puis Price. Ok, très clair. Et du coup, tu étais donc les bras armés de Price par rapport à ça. Est-ce que tu vois une différence d'exercice entre ton activité aujourd'hui et ce que tu faisais à l'époque? Du coup, être en droit social pour un BIC, c'est quoi concrètement? Ouais, après je m'en suis rendu compte puisque j'ai poursuivi un peu avant de rejoindre des grands cabinets d'affaires. En fait, j'ai fait effectivement ce qui était Price, puis ensuite j'ai fait EY et Fidal.
Et effectivement, la contrainte que j'ai réalisée, mais progressivement, c'était qu'en étant le bras armé des Big Four, bon, il y a de très beaux dossiers, mais on reste quand même une activité qui est un peu accessoire par rapport au métier du droit. C'est un sujet qui est toujours d'actualité et difficile pour ces cabinets, malgré toute leur qualité. Alors j'ai appris plein de choses passionnantes, en fait, en termes d'organisation, en termes de délégation, en termes de process. Il y a énormément de choses à apprendre pour les avocats qui, comme tu le sais, nous sommes des gens qui sont relativement peu organisés. Eux sont super organisés et c'est un plaisir de travailler pour eux, mais il y a une petite limitation effectivement par rapport aux règles de conflit quand on est à la fois commissaire aux comptes ou quand on tient les chiffres d'une boîte, on est quand même vu un petit peu comme le bras armé de cette activité du chiffre, et difficile d'être totalement indépendant, et l'indépendance, peut-être qu'on y reviendra, mais c'est un des traits de ma personnalité assez fort, et donc malgré toutes les qualités que je décelais dans cette organisation, et dont je me sers toujours aujourd'hui en termes de délégation, l'indépendance pour moi du conseil et du contentieux est très importante. Très clair. Et du coup, en cumulé, donc Landwell, Price, EY, Fidal, tu fais ça combien de temps? Alors j'ai fait disons les 5 premières années de ma carrière avant de rejoindre Hogan Lovells, qui est un cabinet, un très très grand cabinet, full service d'affaires international, et durant lequel j'ai rejoint en tant que collaborateur senior, et puis je suis devenu associé chez Hogan Lovells. Ok, très clair. Quand tu pars donc, de cette myriade de big, qu'est-ce que tu as en tête? T'as pas bossé chez des lawyers, tu as bossé chez des big. Tu as de la clientèle perso, tu n'en as pas. Qu'est-ce que tu veux faire concrètement quand tu rejoins Hogan? Alors, j'ai un début de clientèle perso, et ce que je veux faire, c'est effectivement me frotter au monde des lawyers en disant, est-ce que j'ai la compétence nécessaire? Est-ce que j'ai la capacité de travail? Est-ce que j'ai l'anglais nécessaire pour pouvoir continuer à bâtir une clientèle propre, solide? Et Hogan Lovells, pour ça, c'est un exercice quand même assez fabuleux, avec de très très beaux clients, des clients qui sont effectivement très exigeants, un rythme de travail qui l'est tout autant. Je me suis bien formé en anglais. Au départ, moi, je me souviens de mes premières années chez Hogan. Mon associé de l'époque, Philippe Thomas, il nous écoute, s'en souviendra. Je crois que j'ai rendu une première consultation. Il m'a dit, mais tu fais vraiment de l'anglais? Et donc, il faut ravaler un peu sa fierté, s'accrocher. À l'époque, chez Hogan Lovells, l'anglais, il y a un manuel qui est toujours en vigueur, hein, mais c'était un cabinet britannique à la base, avec un manuel qui fait 100 pages et qui donne les détails sur l'anglais Oxbridge. Donc il faut parler un parfait anglais, l'écrire parfaitement. Des très 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 beaux clients de la City, donc qui ont aussi des exigences, et tout ça te forme. Et pour répondre à ta deuxième question, mon objectif c'était d'avoir une très belle pratique en droit social, de traiter des dossiers très intéressants aux enjeux intellectuels complexes. Moi je suis attiré par ça. Plus c'est difficile, plus ça me plaît, et donc voilà. Puis j'aime relever les challenges. Je suis un peu comme ça, un peu agitateur, un peu voilà. Je soulève des choses un peu difficiles, et c'est ce qui m'a plu. Donc finalement tu te confrontes à Hogan Lovells, tu te rends compte que tu as les capacités pour travailler donc, dans des cabinets d'avocats dits lawyers. Tu développes ton activité au sein du cabinet, tu montes sur des dossiers de plus en plus techniques, et tu deviens associé. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qu'on appelle communément le partner track, donc le parcours d'association au sein de ce cabinet? Comment tu es devenu associé chez Hogan Lovells? Alors là, je dois remercier Philippe Thomas, hein, c'est lui qui m'a mis sur ce chemin du partnership. C'est un parcours qui est compliqué parce qu'il y a beaucoup de concurrence, il y a beaucoup de demandes, et il y a assez peu d'élus, et donc et puis surtout on est quand même relativement jeune dans la profession. Il faut faire son trou, il faut fidéliser des clients, et donc dans le partner track, en fait, ce qu'on recherche, c'est finalement la plasticité, la capacité de travail d'un candidat. Je dirais qu'il y a assez peu d'éléments, en tout cas chez Hogan Lovells, il y avait assez peu d'éléments politiques. Ce n'est pas une campagne où on va serrer des mains, où on mesure ta capacité de travail, et bien sûr le partner track, il est porté à la fois par ses compétences personnelles, mais soyons honnêtes,
aussi par le projet business du cabinet. C'est-à-dire, Ouais. plus le cabinet est en bonne forme, plus il est facile de se devenir associé, parce qu'on est aussi porté par le travail de l'ensemble du cabinet. Ce n'est pas un exercice individuel uniquement. Mais Simplement... ça, c'est important de le dire aux collaborateurs parce que des fois, moi, j'en ai au téléphone qui me disent mais voilà, je peux pas devenir associé, je comprends pas ce qui se passe. Et il arrive que le collaborateur soit pas au niveau, qu'il soit pas en capacité de développer, mais il arrive aussi que les orientations stratégiques du cabinet, en tout cas de façon temporaire, ne soient pas portées vers telle ou telle activité, ce qui fait que quoi qu'il arrive, même avec le meilleur du monde en face de soi, il ne serait pas devenu associé. Absolument. Et ça, c'est important de le dire aussi que du coup, tu en as bénéficié, mais comme dans une carrière, il faut de la chance quoi qu'il arrive, où il faut être là au bon moment, il faut saisir les opportunités. Tu as su le faire. Et c'est exactement. Et là, tu pointes du doigt un sujet qui est parfois un sujet tabou, parce que quand les collaborateurs seniors se demandent comment je deviens associé chez les lawyers, j'ai fait le maximum, ça bloque. C'est parfois pas de leur faute. C'est que effectivement le plan stratégique, et pour ne pas révéler de secret, mais c'est comme ça que ça se passe, pour un candidat au partnership, on va regarder deux choses. On va regarder son parcours personnel. Et effectivement, il est noté sur son parcours personnel. À l'époque, je pourrais donner des détails. Il y a un petit examen, il y a un grand jury, il y a des oraux, etc. Donc, tu es jugé là-dessus, sur tes capacités. Mais surtout, la première chose que va regarder le board ou le comité qui est en charge de faire passer les associés, c'est de se dire, est-ce que le cabinet et la pratique a un business track qui est solide. Donc, est-ce que, finalement, le business va pouvoir supporter un associé supplémentaire? Et ça, c'est très important que les candidats à l'association comprennent ça. Et est-ce qu'ils ont un moyen de pouvoir l'anticiper? Tu vois, par exemple, moi, on reprend l'exemple qui est le tien. Je suis dans un cabinet d'avocats chez Hogan Lovells, en 5e ou 6e année de collaboration. Je commence à me poser des questions, non pas pour être associé demain, parce que je sais que ça va être un petit peu plus long que ça, mais en tout cas à me dire, ok, il faut que je commence à être dans le bon sillage pour pouvoir devenir associé un jour. Est-ce que les collaborateurs sont en capacité de voir finalement la trajectoire que va prendre le cabinet d'avocats ou que peut prendre le cabinet d'avocats, et est-ce qu'ils ont la possibilité d'aller interroger leurs associés pour avoir ce retour d'information? En théorie, oui. Déjà parce que tu as raison de prendre cet exemple de quelqu'un qui a 5 ans. Allez, il va être chez les lawyers, il va être associé aux alentours de 10 ans, de 10-11 ans. Donc, il doit pouvoir déceler si la trajectoire du cabinet est en bonne voie et de se dire, bon, ben, effectivement, si mon cabinet se développe à Paris, il n'y a pas de raison que ma pratique ne se développe pas. Après, effectivement, ça dépend aussi des dessins des associés qui composent la pratique. Est-ce qu'ils sont prêts à partager aussi cette activité, à faire grossir leur pratique, ou est-ce que finalement ils sont très heureux en étant tout seuls ou à deux et en disant on ne va pas accueillir d'autres candidats? Ça, il faut tomber sur les bonnes personnes, les bons associés qui soient prêts à ce dialogue assez transparent en disant moi j'ai envie de faire grossir ma pratique, ou je n'ai pas envie de faire grossir ma pratique. On est, imaginons, 10 dans la pratique droit social. Je ne me vois pas avec un autre associé parce qu'on est trop petit et on y viendra peut-être, puisque là on se dit tout, Valentin. Ouais. Mais c'est aussi des enjeux de rémunération. Et donc, est-ce que finalement l'associé ou les associés en place sont prêts à faire grossir finalement la part de business, la part du gâteau pour le partager et accueillir dans le partnership finalement des collaborateurs s'ils ont envie effectivement d'être associés. Ouais, je suis d'accord, mais nous c'est ce qu'on s'est toujours dit avec mon associé, et c'est la preuve avec la personne qu'on a fait rejoindre la société pour en créer une seconde, c'est que en fait tu peux être le roi et avoir entre guillemets ta milliardise et la manger tout seul, très bien. Nous, notre objectif, ça a toujours été en fait de construire une pièce montée, et si la part à chaque fois se réduit un petit peu, en réalité le gâteau est toujours plus gros et proportionnellement on aura toujours plus que la milliardise. C'est toujours la façon dans laquelle on a réfléchi, mais je comprends carrément ton propos. Et on y viendra, mais moi je partage ton point de vue, et on y viendra, et c'est la raison pour laquelle en fait j'ai décidé de créer le bureau parisien d'Ogletree. Ouais. Et c'est dans cette idée-là de dire finalement, on y viendra dans les détails, mais on a démarré à 3-4, aujourd'hui on sera 21 avocats à la fin de l'année, et l'idée c'est de pouvoir effectivement permettre aux collaborateurs qui nous rejoignent d'avoir une vraie perspective d'avenir et de vouloir
passer associé s'ils en ont envie. Après, soyons clairs, le métier d'associé n'est pas un métier de tout repos et tout le monde n'a pas forcément envie de pratiquer l'association. Mais en tout cas, moi je pense qu'il faut donner la chance à tous les collaborateurs parce que je crois que ce métier fait encore rêver. Il y a des problématiques super intéressantes et donc c'est de pouvoir offrir la chance aux gens qui ont envie de devenir associés. Ouais, je suis assez d'accord. Alors, je mets quand même un bémol par rapport à ça, mais on en rediscutera tout à l'heure par rapport au cabinet, etc. C'est que moi, je ne crois pas que tout le monde puisse devenir associé et tous les collaborateurs, quoi qu'il arrive, ne deviendront pas associés. Quand on prend les modèles économiques des cabinets, on voit bien qu'il y a une pyramide qui est mise en place où on a des associés en haut qui sont nécessairement moins importants que les collaborateurs en dessous. Et ce qui est normal pour une simple et bonne raison, c'est que les modèles économiques majoritaires au sein des cabinets font que les associés vont chasser et produisent également, mais que le gros de la production repose sur la pyramide de collaborateurs qui se trouvent en dessous. Et en réalité, si tout le monde devient associé, on aura des grosses problématiques. Tu as parfaitement raison. La seule exception, c'est situer effectivement un cabinet en croissance et en croissance permanente, ce qui demande un effort constant, qui donne finalement la chance à tout le monde. Mais effectivement, tu as raison, c'est comme en bourse. Le second boursier, dans les arbres, ne monte pas au ciel. Donc il y a toujours un moment où le modèle est un peu fini, mais nous on n'est pas dans ce stade-là, on est dans un stade de croissance qui laisse sa chance à tout le monde. Ok, donc on revient à ton association chez Hogan Lovells, donc Philippe Thomas, c'est ça? C'est ça, c'est Philippe. Philippe Thomas te coopte, tu passes brillamment tout ce qui t'est demandé de passer, tu présentes ton business case, celui-ci est validé par le bureau français, mais aussi par d'autres bureaux, je suppose. Tout est les entretiens de grands jurys sont à Londres. C'est assez intéressant d'ailleurs parce que tu te retrouves avec des avocats d'un peu partout et on te demande de présenter ton projet devant un jury qui à l'époque était à Londres. Donc tu deviens associé equity? Non, tu démarres en non-equity. Okay. Alors l'accès à l'equity est une autre question. Là, il faut effectivement produire véritablement et contrôler un chiffre d'affaires suffisant qui varie selon les firmes, mais qui est assez important. Qui est entre 1 et 3 millions ? Exactement. Ok, très clair. Donc, c'est assez bizarre du coup, parce que tu deviens associé non-equity, donc tu n'as pas de titre au sein du cabinet d'avocat, tu es associé avec le statut d'associé et peut-être un apport en industrie. C'est ça, tu es associé en industrie. Okay, en fait. Le statut non-equity, c'est un statut d'associé en industrie. Mais là, ce qui est particulier, c'est que tu vas quand même devant le bureau de Londres pour être validé. Oui, parce que si tu veux, après le titre associé non-equity ou equity, tu ne le mets pas en avant. Oui, je me doute. Il est pas dans ta signature. Donc, et vis-à-vis des tiers, vis-à-vis des clients, ces cabinets estiment qu'ils doivent finalement contrôler une qualité équivalente. Et donc, ils vont faire passer tout le monde devant le jury pour s'assurer que tout le monde a le même niveau finalement. Ouais, make sense. Ok, de ce point de vue-là, je comprends. Donc là, finalement, je cite jamais Proust, moi je cite des avocats, donc je vais citer Sam Golchani. Référence. Sam, bonjour. Si tu rentres en responsabilité à partir du moment où tu deviens associé chez Hogan, et là, c'est J1 de ta profession d'avocat, où là, tu deviens autonome, responsable d'un portefeuille et en charge vraiment du développement, plus que tu ne l'étais quand tu étais collaborateur. C'est ça. Concrètement, comment ça se passe ? Qu'est-ce qui change dans ta pratique ? Alors, tu bascules quand même d'un monde à l'autre. Effectivement, quand tu es avocat, avocat collaborateur, on te demande juste de la production, comme tu le disais. Là, en tant qu'associé, on va te demander tout de suite, effectivement, de développer ton portefeuille que tu n'as pas au J-1 quand tu es avocat collaborateur. Tu dois finalement faire ta place au sein de cette grosse machine. Et alors, près de Hogan Lovells, c'était encore plus intéressant puisque, pour être plus précis, j'étais associé du cabinet Lovells qui a fusionné en 2010 avec le cabinet Hogan, qui est un cabinet américain. Et donc, tu as toutes ces problématiques de fusion qui sont passionnantes. Alors là, il nous faudrait 5 heures, mais je te promets que si tu fais quelque chose sur la fusion des cabinets d'avocats, là, j'ai une vraie expertise de déterminer
tous les bouleversements, et là j'ai des milliers d'anecdotes sur les bouleversements que ça a pu entraîner, aussi bien mondialement que localement, parce que finalement, tu te retrouves à avoir un cabinet réuni de personnes qui auparavant, J-1, étaient quand même concurrentes sur le marché, donc c'est assez savoureux, quoi. Eh ben, y a un autre exemple qui est fabuleux, que j'entends assez souvent à ce micro ou à l'extérieur, c'est lorsque Feu Arthur Andersen disparaît, les équipes et l'intégration des équipes d'EY, à EY, ont posé de gros problèmes pour beaucoup d'entre eux. Alors je me souviens un peu en quelle année c'était, mais c'est 2001-2002. Ouais, c'est ça, mais c'est mythique. On est en 2022. Donc 20 années plus tard, tu as encore des gens qui te parlent de leur étiquette Arthur Andersen. C'est absolument incroyable. C'est une famille, c'est vraiment un réseau qui est extrêmement fort. C'est incroyable. Et un peu complexe. Ok, donc finalement, tu débutes ta pratique en tant qu'associé chez Lovells, pardon. Tu vois la fusion avec Hogan Lovells. Est-ce que tu payes les pots cassés de la fusion? Est-ce que ça devient compliqué post-fusion? Comment ça se passe? C'était assez intéressant. Alors par un effet assez intéressant, Lovells était beaucoup plus gros qu'Hogan et Hartson à l'époque à Paris, mais sur un plan mondial. Hogan et Hartson a pris rapidement le contrôle, enfin toute l'équipe de management était Hogan, n'était plus Lovells, et donc assez rapidement beaucoup de personnes de ex-Lovells sont parties, et je crois que je suis alors pas le dernier, mais un des derniers à avoir cette étiquette Lovells à être resté, puisque je suis resté jusqu'en 2017. Et donc, oui, mon environnement a changé, puisque pas mal de mes collègues ex-Lovells sont partis, et je me suis retrouvé avec beaucoup de gens Hogan et Hartson, mais des personnalités très intéressantes, auprès desquelles j'ai beaucoup appris aussi. Mais oui, c'était parfois mouvementé. Enfin, tu voyais des gens arriver, des gens partir, ce qui est propre à toute fusion, c'est normal. Mais quand tu es au milieu du truc, c'est parfois un peu surprenant. Mais moi, j'ai beaucoup appris. Et je m'en sers aujourd'hui de l'expérience acquise grâce à la fusion. Ça m'a fait grandir de 10 ans instantanément. Il faut le vivre. Ok. Donc, tu restes 7 ans au sein de ce cabinet en tant qu'associé. Donc, tu deviens associé en 2010, c'est ça, si je me trompe pas? 2000, je sais plus si c'était 2009 ou 2010, mais oui, effectivement. Bon, du coup, tu restes associé, grosso merdo, 10 ans au sein d'Hogan. Pourquoi tu te barres? Alors, alors moi, j'avais dans ma tête depuis très longtemps, même quand j'ai rejoint Hogan Lovells, de se dire j'ai envie d'un cabinet de droit social, parce que moi je n'ai fait du coup que du droit social dans ma carrière, mais j'ai envie d'avoir un cabinet de droit social qui ferait du droit social partout dans le monde. Et puis je feuilletais les magazines, tu sais, AMLO, puis je trouvais pas, je dis il y a un cabinet mais qui est absolument inconnu en France, qui s'appelle Ogletree Dickens, et qui est le seul cabinet mondial à ne faire que du droit social. Donc il y a quand même aujourd'hui 54 bureaux à travers le monde, alors même si la majorité d'entre eux sont situés aux États-Unis, mais tu en as aussi au Mexique, au Canada, à Berlin, donc Londres, Paris, et qui ne fait que du droit social. Et moi, c'était mon rêve absolu, en disant, tiens, je vais faire du droit social en leader en France, et je vais être aussi leader dans le monde. Tu sais, un peu une ambition démesurée. Ouais, c'est marrant. Et un jour fin 2016, je reçois effectivement un appel d'un chasseur, on peut le dire, il y a prescription, et qui me dit il y a un cabinet international en droit social qui voudrait lancer une activité à Paris. Et voilà. Et puis donc ça s'est enchaîné. J'ai pris un avion pour Boston. Je suis allé rencontrer le chairman de l'époque, qui est toujours le chairman de la firme, qui s'appelle Matt Keane, et je lui ai exposé mon projet pour la France, et l'aventure a démarré là. J'avais trouvé, un peu par hasard, j'avoue, le cabinet de mes rêves, en disant ça correspond véritablement à mon projet professionnel que je mûrissais depuis plusieurs années. C'est absolument quasiment une coïncidence, ou le fait que mon téléphone a sonné et que ça correspondait au projet dont je rêvais. Il y a un truc que j'aimerais bien éclaircir avec toi. Tu nous parlais d'indépendance, notamment quand tu parlais des bigs, d'indépendance dans le conseil, et tu l'as bien souligné. Tu as bossé pas mal dans des cabinets américains quand même. Tu vois, tu nous expliques que pour monter le projet, ce qui est bien sûr normal, tu prends un avion, tu pars à Boston. Est-ce qu'aujourd'hui, un cabinet américain sur le sol français est un cabinet indépendant au niveau de la gestion interne, au niveau des actions qu'il a envie de mettre en place avec ses associés, ses collaborateurs, etc., ou pas du tout? Alors, sa question est super intéressante, et tu soulignes là mon paradoxe.
c'est que moi, je suis indépendant jusqu'au bout des doigts, et qu'il n'y a pas plus indépendant que moi. Ok. Et je pense que ça a pu peut-être, pour être honnête, on se dit la vérité, surprendre mes amis américains d'Ogletree, la manière dont on construit notre projet en France. C'est qu'aujourd'hui, on va y revenir. Donc moi, je suis parti avec 2 collaborateurs qui sont devenus mes associés. Donc 2 collabs Dogan. 2 collabs Dogan Ouais. qui sont devenus mes associés, Alexandre et Nicolas, que je salue. Donc Alexandre Abitbol Et Nicolas Pexoto. Ouais. On a été rejoints donc par d'autres associés, Cécile Martin, Karine Dulac, Stéphane Bloch. Et il y en aura peut-être d'autres. Mais en tout cas, aujourd'hui, on est une espèce... Et franchement, je le dis en toute honnêteté, je n'ai jamais vécu ça de ma carrière. C'est une dream team. C'est mes associés, c'est mes copains, c'est indéfectible. Et on partage tous la même valeur qui est de dire on rend un conseil totalement indépendant. On est présent, et on ne se définit même pas nous-mêmes comme un cabinet américain parce qu'on ne sert que des clients, quasiment que des clients français. Et on essaye effectivement d'influer sur la firme qui est essentiellement américaine en disant mais non, mais le futur... Enfin, moi, je suis un fervent adepte du multiculturalisme et du fait que justement cette image de cabinet monolithique anglo-saxon ou américain doit changer et que le cabinet doit devenir global. Quand il est aux États-Unis, il est évidemment américain et Ogletree Dickins est le leader américain. Mais je veux faire pareil en France. Je veux me dire, finalement, on doit être le leader local français, comme mes amis allemands doivent être le leader en Allemagne, etc., etc. Et donc ça, c'est effectivement une vision qui est peut-être pas très orthodoxe, en tout cas pour les amis américains, mais que je porte au cœur et qu'on défend tous absolument. Donc c'est être... je ne sais pas si c'est provocateur de dire être le cabinet dans le cabinet. Non, parce qu'on appartient de toute façon à un ensemble. Et je n'ai absolument aucune honte et une grande fierté d'être chez Ogletree Dickins. Mais je n'ai pas envie, effectivement, d'être soumis à un management central ou de ne faire que du dossier de succursale américaine en France. Pas du tout. Et ceux qui, encore, n'ont pas compris ça, devraient se méfier parce que notre intention, et je le dis sans provocation, est véritablement de devenir le leader du droit social en France, mais pas du tout par délégation du cabinet américain, mais en étant très implanté sur notre territoire, notre terrain de chasse, qui est la France. J'adore ça. Je trouve ça très chouette que tu l'assumes et que tu le revendiques. Nous, c'est pareil, on veut devenir le cabinet de conseil leader sur les professions d'avocats. Et j'espère qu'on le deviendra aussi, mais c'est très très chouette. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas une ambition. Enfin, il faut pas que ce soit perçu comme une ambition dévastatrice. Ou j'aime pas la notion. Alors, j'ai utilisé le mot, mais je n'aime pas de dominance. Je n'aime pas parce que d'abord, le monde est très grand et tout le monde a sa place. Mais je trouve que nous décrire comme ont pu le faire certains, parce que tu sais, tu connais l'histoire, hein, on a été entrepreneurs tous les deux, quand tu arrives sur un marché, tu as des gens qui véhiculent plus ou moins de bonnes images sur toi. Bien sûr, mais c'est pas grave. Voilà. C'est mais normal. en te disant ce qu'on a vécu à la création, en disant ah oui, mais tiens, une filiale d'un cabinet américain qui s'implante à Paris, je pense que les gens qui ont véhiculé ce genre de message, malheureusement, n'ont rien compris. C'est possible, mais tu sais, quand on parle de toi et que tu t'installes sur un marché, c'est qu'en réalité tu fais peur, sinon on parle pas de toi. C'est vrai. La puce, elle se sent toujours bien sur l'éléphant, la puce, elle lui dérange. Tu as raison. Et c'est ça qui est vraiment important. Alors, je vais être provocateur, hein, je vais pas faire le... Je le suis aussi, donc tu peux y aller à fond. Ça marche. Le cabinet Ogletree Dickins, on va pas se mentir, c'est pas un cabinet qui est connu en France. Pas du tout. En tout cas aujourd'hui. En plus, malheureusement ou heureusement, il sonne américain dans l'esprit d'un dirigeant d'entreprise, possiblement dans l'esprit d'un directeur juridique. Ça vaut x2,5 ou x3 par rapport à un cabinet français. Concrètement, comment vous le percevez sur le marché et comment justement tu peux lutter contre cette croyance ? Alors, c'est exactement l'expérience quand tu présentes, et c'est notre expérience depuis 5 ans, quand tu démarres et que tu rencontres un directeur juridique qui ne te connaît pas, déjà il va voir que tu es américain, ton nom l'indique, hein, c'est Ogletree Dickins, c'est pas Flichy Granger associé par exemple, donc il va te percevoir comme américain.
il va avoir du mal à te dire est-ce que vous êtes mais vous êtes full service forcément. Si vous êtes américain, vous êtes comme un Baker, ou vous êtes anglais comme un Freshfield, ou vous êtes White & Case, vous êtes pareil. Donc déjà, il faut faire tout ce travail d'explication, dire non, nous, on ne fait que du droit social. Et effectivement, aux États-Unis, on est le leader du droit social. Notre ambition, c'est de l'être aussi en France. Deuxièmement, sur les prix, il va te percevoir, comme tu le dis, comme 2 ou 3 fois plus cher. Et après, c'est relativement simple de corriger ce discours, et ce qui explique notre croissance en France, c'est que, effectivement, notre politique de prix est alignée sur les cabinets de niche partout où on est implanté. Donc aujourd'hui, on est, si ce n'est des prix tout à fait égaux à des cabinets de niche franco-français, voire moindres. Et donc ça, si tu veux, c'est la bonne surprise. Et c'est marrant que tu me racontes cette anecdote, parce qu'effectivement, quand j'ai bougé de Gale-Novels pour aller chez Ogletree, j'ai recontacté ensuite les clients en disant, ben voilà, j'ai créé cette pratique. Ils me disaient, ah bon, d'accord, mais c'est un cabinet américain, donc vous devez être beaucoup plus, aussi cher ou plus cher que... Non, j'ai dit non, on est 2 fois moins cher qu'au Gale-Novels, parce qu'on est un cabinet de droit social, comme sont les cabinets de niche français. Et à partir de là, la relation avec le client se détend absolument. Donc, c'est plus un travail d'explication de longue haleine pour dire notre modèle est effectivement atypique et n'est pas comme les autres, qui te prend du temps. Mais une fois que c'est su, ce qui nous a permis effectivement de développer le cabinet à vitesse grand V, même si on est soucieux de recruter les bonnes personnes, donc on ne va pas faire du volume pour du volume. Mais effectivement, dès que, et ça commence à se savoir, dès que les clients savent qu'on n'est pas plus cher, voire moins cher que les cabinets de niche, et que la qualité de la prestation est égale, voire supérieure, bon, à ce moment-là, ça va très vite. Ouais, c'est un bon match. Dernière question provocatrice, après on rentrera un petit peu dans le management, dans le truc avec les associés, etc. Ça sert à quoi d'avoir un cabinet international en droit social si derrière vous restez autonome et que vous ne traitez pas, ou en tout cas pas seulement, des dossiers internationaux? Je m'explique. Moi je comprends grave l'intérêt. Par exemple, je suis Amazon, je suis Google, je suis Apple, j'ai des salariés dans le monde entier. Je veux qu'un cabinet en droit social gère la globalité de mes affaires. Fine. Ogletree Dickens, je comprends carrément la puissance du truc. Donc je pense qu'à la base, c'est pour ça que Ogletree a été créé et qu'Ogletree se développe dans le monde entier. Et du coup, pourquoi vous, aujourd'hui, vous avez pour ambition de traiter de la clientèle française majoritairement, alors qu'en réalité, vous pourriez bénéficier de cette puissance-là? Alors, on dirait, Valentin, que tu es dans ma tête. Non, mais c'est vrai, je te le dis. J'ai rarement fait des rencontres avec des gens. Je suis psychologue. Ah oui, je te paierai. Avec lesquels le dialogue est si fluide. Je vais répondre à ta question. Il y a un double intérêt. Effectivement, il y a au sein de la firme des grands clients, bon, tu en as cité quelques-uns, mais qui ont besoin d'une offre globale. Ouais. Mais curieusement, on a fait des grosses opérations effectivement de restructuration pour de grands clients français. On est très effectivement SBF 120. Et tu t'aperçois quand même que parmi ces clients, l'idée que tu sois cabinet français mais aussi international les séduit quand même, parce qu'un grand groupe français va aussi avoir des problématiques internationales. On en a l'illustration, je ne vais pas citer de nom parce que bon, je suis quand même garant de la confidentialité, mais tu as, et ça nous est arrivé pas plus tard que la semaine dernière, un grand client français qui nous approche en nous disant tiens, mais j'ai cette problématique aussi très sensible d'un dirigeant aux États-Unis, est-ce que vous pouvez la traiter aussi? Naturellement, on peut la traiter. Et donc, en fait, tu vois, c'est aussi, on ne va pas parler politique, mais ça rejoint un peu le complexe franco-français. On a toujours été dans l'attente ou dans la soumission aux capitaux étrangers. Mais en réalité, tu peux inverser le raisonnement en disant il faut que nous aussi, on est un pays de gens très fiers, on a une belle histoire, il faut la recréer, cette histoire, il faut la continuer. Et je suis très républicain, je ne vise pas de... Et donc, nous aussi, on peut accompagner nos clients français à l'international. On ne va pas avoir honte d'avoir à la fois cette identité française, mais cette identité internationale, et de pouvoir faire les deux. Et avec la même qualité de service. Ce qui est d'ailleurs assez intéressant, sans citer de nom, mais tu as des cabinets de niche en droit du travail français qui te disent moi je suis tout à fait capable de faire l'international, alors qu'ils n'ont pas de présence internationale.
nous, on a cette présence internationale, donc on peut aussi faire pour nos clients français, quand ils le souhaitent, des interventions internationales. Voilà, tu vois, c'est le paradoxe, mais c'est très atypique, et je pense que mais à la limite, tu vois, je me demande si les cabinets de droit des sociétés, les cabinets de corporate, et je peux citer Bredin ou Darrois ou Gide, n'ont pas aussi commencé à faire cette évolution en disant, nous, on est fiers d'être aussi des cabinets français, mais on peut aussi accompagner nos clients à l'international. Nos clients français à l'international. Et donc, c'est pas toujours, c'est ce que j'explique à nos Américains, en disant, mais on n'est pas plus sous votre domination que vous n'êtes sous la nôtre. C'est pas une question de domination, c'est une question d'équilibre des pouvoirs. Ouais. Et eux, je crois savoir qu'ils l'ont fait avec des réseaux de best friends avec lesquels ils fonctionnent pour de la part de dossiers, mais ça fonctionne pas de la même manière, mais en tout cas avec une idée commune. Mais j'aime bien cette idée de dire, en fait, voilà, nous on fait le champion français qui amenons les sociétés françaises à l'étranger. C'est un positionnement que j'aime beaucoup, et qui est d'ailleurs beaucoup dans le sens de notre actuel ministre de l'économie, Bruno Le Maire, qui promeut justement ce genre de choses. Pas de consigne de vote. Sur la gauche, là, c'est une société qui est en train de s'internationaliser et de partir aux États-Unis. Et dernière petite phrase par rapport à ça, on discutait il y a peu de temps avec mon associé, avec le patron de la CCI, et il nous expliquait que l'une des problématiques des entreprises françaises à fort potentiel de croissance qui partaient aux États-Unis ou qui partaient dans d'autres pays, c'était la compréhension des normes et la compréhension exactement opérationnelle et administrative qui posaient des difficultés. Et donc, avec un cabinet d'avocats qui aurait ce positionnement, qui pousserait les entreprises vers l'international, je trouve que c'est assez pertinent. Mais je ne donne pas que pour Ogletree, c'est pour tous les cabinets qui se positionneraient comme ça. Et en fait, moi j'ai écouté des émissions récentes en disant que c'est l'explication du déficit commercial qui fait que les entreprises françaises n'ont pas été assez exportatrices et sont importatrices parce qu'elles ne sont pas à l'aise dans des marchés internationaux. Et ça, il faut compter sur les nouvelles générations qui aujourd'hui sont super en anglais et qui peuvent aussi accompagner donc justement ce mouvement de développement des entreprises françaises qui sont nos clients vers l'international. Il ne faut pas avoir honte de ça. Et encore une fois, on est un beau pays avec des très belles entreprises qui ne cherchent qu'à se développer comme se sont développées les entreprises américaines que tu citais. Ok. Donc concrètement, toi tu arrives, tu vas voir le big patron à Boston, tu lui dis écoute, moi voilà, j'ai envie de créer Ogletree Dikin en France. Il te dit ok banco, vas-y Jean-Marc, tu peux y aller. Comment ça se passe parce que je suppose que tu prends pas des locaux, tu te cales pas comme ça, tu mets ta plaque et c'est parti ici. Ah ben non, parce que tu vois, tout ce qu'on s'est dit, ça s'est retrouvé dans la conversation avec Matt. Je crois que Matt, il voulait au départ, dans son idée, avoir une succursale française, mais d'un cabinet US. Et là où moi je voulais faire le projet que tu décris, donc au départ c'était assez marrant, on a beaucoup ri parce qu'il voulait, par exemple, il voulait pas de locaux. Il dit t'es une start-up, tu vas être une petite filiale, tu vas prendre un Régus. En lui expliquant que non, parce que si tu veux développer sur le marché français, que tu vas voir un patron du CAC 40 en disant je vais vous recevoir au sein du Régus, il va peut-être pas être très content. Donc au départ on a pris quand même des petits locaux avenue Victor Hugo. Et puis là, on a déménagé il y a 1 an et demi. On est rue de la Boétie, dans des très beaux locaux. On y reviendra peut-être aussi, mais je ne sais pas. Je vois que le temps tourne et on n'aura peut-être pas le temps de tout aborder. Et donc, le développement se fait aussi petit à petit. Et c'est là où le projet est aussi intéressant, c'est que même si le cabinet Ogletree est un énorme cabinet et compte effectivement 900 avocats de droit social dans le monde, nous on a démarré un petit peu comme une start-up il y a 5 ans, avant d'aujourd'hui se développer et d'être présent institutionnellement sur le marché. On a connu effectivement les affres du développement comme si on était une petite activité qui se développait en France. Justement, raconte-nous, c'est quoi les différentes étapes pour le cabinet Ogletree? Donc Ogletree c'est 2017, aujourd'hui on est en 2022, 5 ans d'existence, tu arrives, tu es seul associé, 2 collaborateurs, aujourd'hui vous êtes 21 avocats. Explique-nous un peu les grandes étapes. Alors on était deux associés au départ, mais voilà, aujourd'hui effectivement on est 6 associés, 2 consuls, 21 avocats. Et l'idée c'est de continuer à se développer. Alors pas forcément en volume, c'est pas notre positionnement, on fera pas forcément du contentieux. Ça n'a rien de péjoratif. Personne à agent. Voilà, mais c'est pas du contentieux low cost parce que
Aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui s'interrogent à poursuivre le contentieux ou plutôt faire de la médiation. Ça aussi, c'est un thème intéressant. Ou à transiger parce qu'avec l'application et la confirmation du barème Macron, c'est peut-être pas la peine de passer 3 ans en justice pour quelque chose qui va pouvoir être résolu. Mais effectivement, on veut devenir le cabinet un peu stratégique en droit social en France, donc avoir un positionnement. On a eu la chance d'être classé dans Chambers, et je sais que tu as fait des articles intéressants et des podcasts intéressants sur les classements et la valeur des classements. Bon, c'est pas l'alpha et l'oméga, mais c'est quand même une bonne indication. Dès la 2e année où on a été classé dans Chambers, et l'idée, c'est de devenir effectivement un des cabinets de référence sur les opérations stratégiques, essentiellement PSE, RCC, accords de performance collective et des gros contentieux sensibles. On est très présent sur les enquêtes, sur des politiques de conformité en droit social, en tout cas sur tous les sujets stratégiques de grosses entreprises françaises essentiellement et quelques entreprises internationales également. Mais tu vois, c'est de devenir, et je sais que ça prend énormément de temps, et ça nous prendra peut-être 5 ans, peut-être 10 ans, peut-être 15 ans, c'est pas grave, on est très soudés et on est très déterminés à atteindre cet objectif de devenir le cabinet de référence du droit social en France. Très clair. Imagine que je suis Vincent Bolloré. Je suis Vincent Bolloré, j'ai un groupe international qui pèse 80 milliards aujourd'hui. J'emploie 80 000 personnes dans le monde, donc un avocat en droit social, en tout cas un cabinet d'avocats en droit social, ça peut être pertinent. Je suis en train de changer de conseil. J'ai face à moi un cabinet français, peu importe, droit social de niche qui fait exclusivement du droit social, le cabinet Ogletree Dickens, ou un cabinet d'avocats intégré mais full service, le cabinet White & Case. Pourquoi j'irais choisir Ogletree Dickens ? Alors, déjà, tu ne vas pas choisir un avocat, et ça c'est une de nos particularités, j'en parlais un petit peu. On a une association qui est extrêmement soudée. Moi, je n'ai jamais vécu ça de ma carrière. Je n'ai jamais vu ça. On échange toute la journée, mais quand je dis on n'échange pas uniquement sur la gestion du cabinet, mais sur les clients. Et on travaille parfois à plusieurs associés, et même très souvent à plusieurs associés, sur un client, parce qu'on travaille sur des problématiques complexes qui nécessitent une véritable intelligence collective. Et ça, c'est une des particularités que je crois ont très très peu de cabinets, que ce soit en droit social ou full service. C'est-à-dire... Vous avez cassé l'activité en solitaire. Exactement. On a fait quelque chose qui est alors là vraiment révolutionnaire, c'est que l'activité d'avocat, moi j'ai toujours appris qu'elle était solitaire. À titre personnel, mais je suis peut-être hypersensible, mais c'est pas grave, mais j'en ai toujours souffert, hein, parce que je ne trouve pas d'autre plaisir plus grand que de travailler en collectif. Et j'ai parfois donné des clients en disant mais je vous présente mes associés. Aujourd'hui, mes clients, ce ne sont plus forcément mes clients, mais les clients de mes associés. Et ça, une fois le premier effet de surprise du client passé, parce qu'il n'a pas l'habitude de ça, je peux dire que le client ne part plus. Parce qu'il sait qu'il va avoir le meilleur conseil possible. Chacun a des expériences différentes, chacun a une sensibilité différente, chacun a un conseil juridique un peu différent. Et travailler à plusieurs, on s'harmonise et on rend le truc qui a 0 défaut. Donc ça, déjà, c'est un premier... il faut le vivre pour le croire. C'est ça qui me dérange, c'est qu'il faut le vivre pour le croire. Du coup, moi, je suis Vincent Bolloré, je te connais pas, Jean-Marc. C'est compliqué. Oui, mais je veux dire, la situation du cabinet aujourd'hui, si Vincent Bolloré fréquente les mêmes conseils d'administration qu'on sert, il va vite savoir qui on est. Et c'est ça qui se répand, c'est une autre pratique. Et tout ça est totalement immodeste et je m'excuse à l'avance pour les confrères qui m'écoutent et qui disent Jean-Marc Almelon, pas du tout. Mais on a fait effectivement une pratique qui est complètement différenciante et effectivement face à d'autres gros anglo-saxons. Alors l'avantage c'est des prix, c'est qu'on a des prix qui sont ceux d'un cabinet de niche de droit social pour effectivement la même réactivité et justement pas cette pratique en solo qui fait que si l'avocat a des difficultés ou s'il y a des prix, il va y avoir une moins bonne qualité de service. Là, la qualité de service sera identique puisque de toute façon, si aujourd'hui on est débordé sur 2 ou 3 projets, on sera toujours effectivement en réseau
et on maintiendra la même qualité de service. Très clair. Jean-Marc, le temps tourne. J'ai encore deux, trois petites questions pour toi avant de finir. Et promis, je te laisse. Je sais que tu as un call très important à 11h. Non, il n'y a pas de problème. C'est quoi la chose de laquelle tu es la plus fière dans ta carrière ? Honnêtement, c'est ce que je viens de dire, c'est d'avoir fait cette... pardon pour le terme, mais j'en ai pas d'autre qui me vient. C'est cette petite tribu de gens avec lesquels on a vécu un exercice extraordinaire depuis 2017. Et j'ai pas dit que le chemin était pavé de roses. Hein. C'est que quand tu débutes une activité, en fait, tu as des difficultés matérielles, justement, tu as des frustrations de ne pas arriver à convaincre le client que non, tu n'es pas un cabinet américain 2 fois plus cher que les autres, mais que tu es véritablement une tribu de gens très soudés qui gravitent autour d'un projet commun, d'une même conception. Et franchement, moi, je pourrais arrêter ma carrière professionnelle demain. J'ai accompli ce que je devais accomplir. Je suis particulièrement fier de ça, des moments où on a tous ri ensemble, on a gagné des clients, on a gagné des contentieux ensemble. On est fier de ce qu'on a pu construire. J'espère que ça continuera à se développer, mais même si ça devait s'arrêter demain, je suis hyper fier de ça. C'est ma plus grande satisfaction et ça a redonné un sens à ma carrière d'avocat. Et je sais qu'il y a que les podcasts sont écoutés par beaucoup de jeunes collaborateurs. Et moi, je les encourage à trouver cet accomplissement dans les gens avec lesquels ils vont travailler. Si ça ne le fait pas, si on vous fait bosser des heures juste pour des heures, si votre associé est incapable de vous donner le projet de l'entreprise, du cabinet, partez. Trouvez quelqu'un, et ça peut être, l'exercice il peut être différent, ça peut être un cabinet de 2 personnes, mais vous allez super bien vous entendre avec votre associé, ça peut être un cabinet de 5, ça peut être un cabinet de 10 ou un cabinet de 50, mais il faut qu'il y ait ce projet, il faut qu'il y ait du sens, il faut que vous sachiez pourquoi vous travaillez, et vous travaillez juste pour une chose, vous travaillez pour la satisfaction de vos clients. C'est ça qui fait la plus grande fierté. C'est ça au final. C'est d'avoir cette cohésion d'ensemble, d'équipe, d'avoir cette énergie qui vous porte, parce qu'il y a des jours où on a envie de tout arrêter. Hein. Je veux dire, quand on prend une défaite ou quand cette activité d'avocat, elle est hyper frustrante à certains égards et elle peut être super enrichissante si vous arrivez à construire un projet d'équipe. Voilà, c'est ce qui m'a rendu le plus fier. Ok, très chouette. Et inversement, plus gros échec de ta carrière, ou en tout cas un échec qui a été difficile pour toi ? Ouais, j'ai pas eu d'échec, mais effectivement, en fait, malgré ce cabinet Hogan Lovells, mon précédent cabinet est fabuleux, hein, c'est un super beau cabinet. J'avais du mal effectivement à la fin à sentir le projet. Ça tournait autour de la rémunération, et on avait un projet pour la petite histoire qui s'appelait, le projet d'entreprise, c'était Project Redefine, redéfinissons-nous. Alors, une fois, j'ai posé la question au chairman en disant, mais on va se redéfinir en quoi ? Il m'a dit, non, mais la redéfinition, c'est un projet en soi. Oui, d'accord, mais c'est pas le pro. Enfin, je voyais pas le sens, je voyais plus le sens de pourquoi je passais mes jours et mes nuits au cabinet. Aujourd'hui, je le comprends. Aujourd'hui, c'est véritablement la satisfaction de la carrière des gens qui sont avec moi, et pas seulement de mes associés, des collaborateurs. J'ai envie, tu avais raison de rappeler en début d'interview que tout le monde ne sera pas associé. Mais j'ai envie que les gens qui ont envie de se donner, de faire cette activité de collaborateur, puissent la faire à leur pleine satisfaction, puissent apprendre beaucoup, puissent se confronter à des problématiques diverses. J'ai envie qu'ils se développent et qu'ils aillent au maximum de leurs possibilités. Et même s'ils n'ont pas envie d'être associés, c'est pas grave. Tu auras vécu, et d'ailleurs l'association n'est pas une fin en soi. Carrément. Et puis il y a aussi des cabinets qui sont faits pour certains collaborateurs, d'autres qui sont faits encore pour d'autres collaborateurs. Il existe autant de cabinets que de types de collaborateurs, et ça c'est aussi important de le rappeler. C'est capital, tu as raison. En fait, il ne faut pas essayer d'imposer un modèle, il faut se réunir et trouver des gens qui ont envie de ce modèle, qui ont envie de ce challenge, qui ont envie de construction. Certains n'en ont pas envie. Ouais. Et alors là, par contre, je jette la pierre pour le coup à la globalité des cabinets d'avocats, c'est qu'aucun n'est capable de communiquer de façon transparente sur ce qui se passe au sein de son cabinet, et qu'un stagiaire, quand il arrive dans un cabinet, il y va parce qu'il a descendu le Legal 500 et qu'il a vu que Ogletree Dickins est dans le top, donc il va chez Ogletree, mais quoi qu'il arrive, il ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur. Et donc c'est vraiment à chaque fois au petit bonheur la chance. Ce qui fait qu'on a aussi des collaborateurs qui ont du mal à trouver leur cabinet. Et ça, c'est pas pour Ogletree. Hein, on va se l'avouer, on est tous nuls en communication.
Et c'est d'où l'intérêt, tu vois, de ces podcasts ou de partager, d'arriver, pour les gens qui nous écoutent, d'arriver à comprendre quel est le projet. Mais on n'arrive pas, on est perdu dans nos dossiers, on est concentré à la satisfaction du client et on ne passe pas suffisamment de temps avec les collaborateurs, avec le personnel administratif. Effectivement, le projet est déçu par les associés, parce que ça, effectivement, on en discute. Mais on n'arrive pas suffisamment à partager ce projet. Alors, nous, on a essayé, on a réfléchi. Alors, par exemple, sur l'image du cabinet américain qui ne faisait pas du droit social, on a accolé au Galtrey Dickins cabinet dédié au droit social, ce qui est une aberration aux États-Unis, puisque aux États-Unis, effectivement, c'est la référence. Mais tu vois, et il faut communiquer aussi en interne. De manière permanente, avoir des small chats, raconter des histoires, raconter comment ça se passe, raconter quel est le projet, et ça en permanence, parce que de toute façon, tu as des nouveaux collaborateurs qui arrivent et qui ne connaissent pas l'historique, et donc il faut les embarquer là-dessus. Mais tu as raison, l'erreur aussi, elle est partagée, parce qu'un collaborateur qui va uniquement prendre le classement Legal 500 ou Chambers en disant je vais là parce qu'ils sont tout en haut de la liste, il connaît rien de l'histoire, de la motivation personnelle des associés. Mais sauf que le problème, c'est qu'il a aucun moyen d'aller la chercher, sauf en écoutant potentiellement un podcast ou en ayant des avocats dans sa famille qui vont pouvoir leur parler de l'histoire exclusivement de leur cabinet, parce que même, ils connaissent très peu connaissent l'histoire d'autres cabinets. Donc en réalité, c'est vrai que c'est un marché qui est assez compliqué. Jean-Marc, je t'ai pris beaucoup de temps aujourd'hui, mais franchement, j'ai passé un super moment. Je trouve que la conversation elle était assez fluide et assez libérée. Je trouve ça chouette. Ça, je te l'ai dit, moi je suis autonome, indépendant, et la liberté, c'est des valeurs cardinales. Il ne faut jamais les perdre. Quel que soit le cabinet dans lequel vous exercez, que ce soit cabinet international, cabinet français, pour moi, les valeurs cardinales d'un avocat, tu le sais, c'est l'indépendance, l'autonomie, la liberté, la parole est libre, comme à l'audience. On a le droit de dire tout ce qu'on veut pour défendre les clients, pour porter haut et fort les couleurs de nos clients. C'est ce qui nous rend le plus fiers. Donc moi, je suis très attaché à cette liberté et c'est ce que j'apprécie le plus dans le métier d'avocat. Eh ben écoute, j'allais te demander un mot de la fin, mais tu m'as devancé, donc finalement tu l'as donné. Jean-Marc, je te souhaite bon courage pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu reprends, et merci d'être venu jusqu'à nous. Merci Valentin, merci Anomia pour le beau projet aussi que tu portes. Avec plaisir. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour découvrir tous les contenus qu'Anomia propose, vous pouvez vous rendre sur www.anomia.fr. Vous y trouverez des vidéos, des podcasts, des articles et également nos propositions de formation et d'accompagnement dédiées aux avocats, dédiées au business des avocats. Je vous souhaite une excellente journée et n'hésitez surtout pas à nous contacter. À bientôt.